Alors que les spécialistes prédisent un très mauvais démarrage au box-office pour le film The Marvels, il semblerait que Disney ait tellement peur du flop qu'ils font faire des affiches avec des petits chats tout mignons, espérant probablement le même nombre de vues que pour n'importe quelle vidéo YouTube avec un félin, sauf qu'on sait tous que ça va juste leur apporter 15 spectateurs zoophiles en plus. Pas de quoi ronronner. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 423e JT Comics et pour Halloween, mon beau-frère voulait se déguiser en Chandler de Friends, sauf qu'il a dû troquer sa veste en cuir canapé pour une combinaison tout en sapin, il est différent mais on l'aime, ma sœur on l'aime, donc bon, il faut bien faire avec. Allez, passons plutôt aux news de la semaine. Popcorn, toujours sucré. Dans l'actu ciné des adaptations de nos comics préférés, ils sont 4 et il semblerait que le titre provisoire de leur biopic soit Blue Moon. Mais rien à voir avec ABBA puisqu'il s'agit des 4 Fantastiques et du reboot de la première famille de la Maison des Idées et leur intégration à l'univers cinématographique Marvel. Alors Blue Moon, ça fait penser au nom d'un club où Reed Richards pourrait se tordre de plaisir pendant que Ben Grimm serait dur comme la pierre et Johnny Storm chaud comme la braise. Mais non, c'est une évocation aussi à la zone bleue habitable de la Lune, qu'ont découvert les 4 Fantastiques, créés par les Skrulls pour prouver quelque chose au Kree, avant que ça soit aussi la demeure de Uatu, le gardien, qui peut voir mais absolument pas intervenir. Sur certains sites, il y a des catégories spécialisées pour ça, on appelle ça le cuckolding. C'est aussi la zone qu'ont choisi les Inhumains pour déménager lorsque l'atmosphère de la Terre était trop irrespirable pour eux, mais il semblerait qu'ils soient complètement grillés dans le MCU, donc attendons-nous plutôt à des aventures cosmiques, et autant le titre de production n'a rien à voir avec l'intrigue réelle du film. L'autre rumeur à prendre avec des pincettes mais qui ferait pourquoi pas plaisir, c'est qu'un Thor 5 serait dans les tuyaux chez Marvel Comics sans Taika Waititi. C'est peut-être ça la bonne nouvelle vu ce qu'il a fait au Massacreur de Dieu et à l'intrigue épique de Jason Aaron dans Thor 4 Love and Thunder. Alors peut-être qu'on pourrait utiliser le multivers pour avoir enfin, après avoir complètement désacralisé le personnage du dieu du tonnerre, sur certains sites il y a une catégorie BDSM pour ça, mais peut-être qu'on pourra avoir enfin une histoire épique, sauvage et cruelle à l'image du monde dans lequel nous vivons, trouver une excuse pour nous servir le King Thor, le vieux Thor, quitte à le recaster, un petit peu d'audace, pourquoi pas. Alors la nouvelle en revanche qui m'a bien fait chier, c'est celle sur le bouquin qui est sorti de Marvel Cinematic Universe Official Timeline, donc la chronologie officielle dont Marvel se sert pour venir corriger certaines erreurs de continuité, notamment celle prononcée par Michael Keaton dans Spider-Man Homecoming qui parle de 8 ans mais ça colle pas, mais en même temps c'est Batman, il est dans le turfu, il a complètement le droit, sauf qu'il nous précise aussi le destin de certains personnages et le sort notamment de la sorcière rouge qui serait bien morte sous l'effondrement du mont Wundragor. Alors normalement il y a une règle au ciné qui dit que toute mort hors champ reste une mort ou du moins un destin ouvert. Mais Marvel, la sorcière de Schrödinger, ils s'en battent les couilles. Non, là ils nous disent qu'elle est clairement morte. Alors attention, chez les super-héros, même mort, on trouve des moyens de s'éclater. Sur certains sites, ça aussi, ça y est. Mais alors, je ne les fréquente vraiment pas. Donc espérons que, surtout vu la nature des pouvoirs du chaos de Wanda Maximoff, ils trouvent un moyen de nous la faire revenir et de nous montrer enfin la sorcière rouge qu'on attend depuis tout ce temps. L'autre rumeur concerne The Marvels qui sort dans quelques jours à peine et elle nous parle d'un caméo dans une scène post-générique, un truc d'enfer, sauf qu'il faut bien comprendre que si George Clooney, Ben Affleck, Gal Gadot, Michael Keaton et la bouillie de pixels de Nicolas Cage de tous les morts qu'on convoqué d'ici pour The Flash n'ont pas réussi à sauver le film, ce n'est pas sur une scène caméo qu'il faut miser, mais sur un très bon scénario et des personnages originaux ou non. Le caméo, c'est la petite cerise sur le gâteau que tu bouffes même si tu n'en avais pas spécialement envie. Que dit la rumeur? C'est qu'un acteur reviendrait dans la peau d'un personnage qu'il avait incarné à la perfection, oui, mais gâché dans un film merdique, et donc là, ça signerait son retour, ce qui, pour beaucoup, veut dire que Kelsey Grammer va revenir en fauve, comme on l'avait vu dans X-Men 3, ce qui en plus est logique, vu que Marvel saupoudre de mutants beaucoup de ses projets récents, en vue de les inclure dans le futur Marvel Cinematic Universe, et ce qui en plus viendrait corroborer les rumeurs qui disent que Deadpool 3 est en réalité un film sur le multivers complètement, mais ça on s'en doute, mais Deadpool viendrait monter
une armée de super-héros pré-MCU pour venir lutter contre plusieurs Kang, un petit peu avec la TVA, mais pas trop, hein, puisqu'ils seraient prisonniers. Hein, ça sent le massacre de héros anciens comme dans Doctor Strange 2, mais pourquoi pas. Attention, il y a quand même des bonnes nouvelles, puisque Dario Scardapan, qui était le showrunner, donc le réalisateur, producteur, exécutif, responsable en gros de la série Punisher sur Netflix, va être celui qui reprend les rênes après que Disney ait voulu jeter la copie de Daredevil Born Again et repartir à zéro. C'est avec lui qu'ils le feront, et en plus, vu qu'on va y inclure John Bernthal en Punisher, espérons qu'ils écartent presque blanche, hein, parce qu'on sait que ça sera peut-être jamais aussi sanglant, hein, sauf si Disney a décidé de nous surprendre, hein, nous surprendre peut-être aussi comme le réalisateur du premier Constantine qui dit enfin avoir, après les grèves, après des problèmes de droit sur le personnage, clarifié tout ça, ils ont sécurisé le personnage, ils peuvent en faire quasi ce qu'ils en veulent et ils espèrent en livrer une suite fidèle à la première adaptation et surtout une suite rated R, gore, ce qui quand même est un petit peu mieux pour le personnage. Man Spider. Au début des années 2000, Marvel lançait sa grande initiative Ultimate qui visait à conquérir de nouveaux lecteurs ou à reconquérir d'anciens lecteurs qui avaient lassés par une quarantaine d'années de continuité. Et donc ils avaient réinventé les Vengeurs, les X-Men, Spider-Man à l'ère moderne, hein, mais ils ne changeaient pas les fondations et le concept du personnage, notamment pour Spider-Man, l'âge auquel il était mordu par une araignée radioactive, hein, adolescent. Et bien là, pour la renaissance du label Ultimate, il semble que Jonathan Hickman et Marco Checchetto vont faire un Peter Parker adulte, un Peter B. Parker qui deviendra Superman à l'âge adulte, alors qu'il a déjà en plus une bonne relation avec Mary Jane Watson, hein. Le fluide et pas que arachnide semble bien passer entre eux, puisque il lui a collé 2 petites araignées au fond de la toile. Et alors là, on a entendu pousser par tous les lecteurs de Spider-Man qui ont appris cette news, hein, aussi bien les anciens que les plus récents, un soupir de soulagement qui aurait pu alimenter les clims des stades qatari pendant la Coupe du Monde, et ils se sentent enfin écoutés, hein. N'oublions pas que Peter Parker et Mary Jane Watson ont été mariés plus de 20 ans dans les comics avant que une décision éditoriale décide d'annuler le mariage, hein. Ils ont fait ça par le biais de Mephisto, rien que ça, c'était dans One More Day, hein, et les éditeurs, enfin Marvel, les gradés voulaient simplement que Spider-Man ressemble à ce qu'on voyait dans les films à l'époque, hein, à savoir la vingtaine, qui vit avec sa tante, et c'est exactement ce qui se passait après dans l'ère introduite par Dan Slott dans Brand New Day, hein, qui était une très bonne ère en termes d'intrigue, de personnages, mais qui est venu quand même détricoter quelque chose d'assez essentiel qu'on n'a jamais vraiment retrouvé depuis. Certes, Peter Parker avait fait ça de manière héroïque pour sauver sa très très vieille tante, mais j'appelle ça soit un pari sur le mauvais cheval, soit les révélations d'une relation très très malsaine avec sa tante, hein, et sur certains sites, enfin bref, en tout cas il me tarde vraiment de voir ce que va être cette famille et tout ce que ça va changer. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous attendez de cette série. Pure Comics. Dans l'actu purement comics, c'est mon chouchou, c'est le grand puissant tout fêlé de chez Marvel Comics, The Sentry, Robert Reynolds, qui est mort, mais qui dans une mini-série va voir ses pouvoirs un petit peu fragmentés, émerger chez plusieurs individus qui vont du coup tous se lancer dans des batailles ou dans une sorte de compétition pour être le seul Sentry. On a vu des concepts de personnages avec des tenues très fidèles au design original, hein, un petit peu été, un petit peu automne, un petit peu hiver, hein, et tout ce qu'il y a entre. Vous n'avez pas idée d'à quel point il me tarde de lire cette série et de voir comment ils vont adapter le personnage de Sentry pour le futur film des Thunderbolts du MCU. Hein, attention, la maison d'édition Disney Hyperion s'associe à la maison d'édition panafricaine Kugali pour venir mettre à l'honneur la BD africaine, hein, à destination des 8-12 ans, hein, ça s'appelle Kugalink, et les deux bossent déjà ensemble, hein, sur la série animée Disney Iwaju. Chez les indés, c'est un des grands noms de l'industrie des comics d'aujourd'hui, Ramvi, qui en ce moment fait souffler un vent frais, un petit Mistral à Gotham City dans la mythologie de Batman avec son opéra nocturne ainsi que la suite qui va bientôt débarquer, hein. Il a notamment, il s'est essayé à l'improvisation artistique séquentielle dans Blue in Green, hein, un ouvrage un petit peu sur le jazz et plein d'autres choses, et bien désormais il va encore tenter d'autres choses puisqu'il sort un comic book qui s'appelle The One Hand. C'est dessiné par Lawrence Campbell et ça raconte l'histoire d'un détective sur le point de partir à la retraite quand lui tombe dans les bras un dernier meurtre très cruel, et le mode opératoire rappelle
celui d'un serial killer qu'il a déjà coffré 2 fois. Donc qu'est-ce qu'il va faire? 49.3, Macronus, il repousse peut-être son départ à la retraite. Ramvi dit qu'il expérimente des choses inédites dans le domaine du comics, et ça c'est très excitant. Peut-être qu'il s'agit de la publication d'un comics en stéréo, chacun fait une piste, puisque Dan Waters et Sumit Kumar sortent The Six Fingers. Ce n'est pas le biopic de Jamel Debbouze aux toilettes, tout simplement il s'agit dans la même ville d'un étudiant qui va se retrouver accusé d'un meurtre, un meurtre qui en plus est sur le même mode opératoire qu'un serial killer très connu, sauf que lui ne se souvient de rien. Tout est designé, les logos, par Tom Muller, l'excellent Tom Muller, il me tarde vraiment de lire ça. Et enfin, dans Overruled, on aura droit à une nouvelle déconstruction du genre super-héroïque sur la thématique du judiciaire, puisque un grand pouvoir implique peut-être de grandes responsabilités légales, et qu'on va voir ce qu'il se passe, les conséquences des grandes batailles super-héroïques, les conséquences des civils, ou même des héros ou des vilains blessés par d'autres super-individus. C'est par Adriano Baron, Luca Blinguino, David Goy et dessiné par Alberto Locatelli. Ils nous vendent ça comme un mélange entre Suits, The Boys avec une pincée de Civil War. Va falloir assurer après ça. Circulez! Il ne vous aura pas échappé que c'est la semaine d'Halloween et certains ont du mal comprendre la formule d'usage et entendre des bonbons où tu sors. Et Joe Hill et Pamela Lifford ne devaient pas avoir de bonbons. Joe Hill, c'est l'excellent scénariste de Lock and Key, le digne conteur héritier de son père Stephen King, à qui on doit notamment le label Hill House créé chez DC Comics avec des titres comme Basket Full of Head, Plunge et plein d'autres. Et bien il veut se consacrer à sa carrière de romancier. Il dit qu'il veut écrire au moins 10 romans avant de la considérer comme aboutie. Donc il va écrire 6 romans et puis peut-être revenir aux comics après cette pause. On t'attendra, Joe. Pam Lifford, c'était chez la Warner la grande présidente de DC Comics, des franchises. Elle n'avait peur de rien, sauf de la tub de Batman qu'elle a très très vite fait censurer quelques semaines seulement après son arrivée. C'est un baptême du feu au bâton, comme on dit. Et apparemment elle avait peur aussi des labels à succès, puisque c'est elle qui a plongé le corps maltraité de Vertigo Comics, ce label de chez DC, dans l'acide et qui a acté sa disparition, alors qu'on doit à ce label l'évolution moderne des comics. Mine de rien, elle est aussi responsable d'une vague de licenciements massifs qui a appauvri le secteur éditorial de chez DC. Elle part pour s'occuper d'un proche qui a des gros problèmes de santé, donc on lui souhaite quand même bon courage. Lisez, cette semaine, je prépare le Hero Festival. J'ai reçu le Immortal Sergeant, la dernière tuerie de Joe Kelly et Ken Niimura, les 2 auteurs de I Kill Giants, qui seront présents dans le coin du commis au Hero Festival. Ken Niimura qui affrontera Bruno Bessadi en battle de dessin. Il y aura une conférence commune avec Joe Kelly et Ken Niimura qui nous parleront de leur carrière dans les comics. Joe Kelly qui a quand même fait du Deadpool, qui a quand même fait du Superman, du Action Comics, qui a fait plein de choses, qui a été dans l'animation aussi, donc ça promet d'être riche en informations. C'est le 11 et le 12 novembre prochain à Marseille. Sinon en ce moment j'ai des grosses envies de Jonathan Hickman, j'ai envie de relire tout ce qu'il a fait chez Marvel, des Secret Warriors qu'il écrivait en collaboration avec Brian Michael Bendis, aux 4 Fantastiques, puis aux Avengers, mais bon j'ai pas le temps, donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux, vous me laissez tous les mardis vos messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis le début de la chaîne maintenant. Je vous fais d'immenses bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Tiens, est-ce que vous vous rappelez du Batman de Zur-En-Arrh? Zur-En-Arrh apparemment ça veut dire Fashion Week en alien. Manu Chao a déjà passé 2 commandes.